Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler prise de masse musculaire, on va parler de l'importance du tempo lors de l'exécution de vos exercices et finalement on va parler de mon parcours fitness en tant que pratiquant et en tant que professionnel. J'espère qu'il y aura quelques astuces qui vont être partagées et qui vont être applicables autant pour simplement les enthousiastes de sport et de fitness que pour les professionnels du sport et de la santé. Mais avant toute chose, je tiens à dire à chaque fois, il y a un lien dans la description. Vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. Chaque épisode, je sélectionne certaines questions qui, selon moi, sont pertinentes et qui vont me permettre d'aider un maximum de gens. Donc si je n'ai pas sélectionné votre question durant cet épisode ou un épisode précédent, croyez-moi, je les garde et il y en a que je vais aborder durant de prochains épisodes. Il faut que, bien entendu, il y ait un certain sens parfois. J'essaie de créer une certaine harmonie. Donc, posez vos questions sans limite de caractère, je le répète à chaque fois. Aidez-moi à vous aider. Le lien est en tout temps dans ma bio Instagram et dans la description. J'essaie d'ajuster le micro ici, là. Quelle galère. Anyhow, les amis, commençons directement par les news de la semaine. Plusieurs news cette semaine. Petite news / promo aparté ici. Il reste que quelques places pour l'inscription de mon programme Mentorship, la saison 8, qui commence dans quelques jours. On est jeudi, ça commence lundi. Les inscriptions ferment dimanche, éventuellement avant, si les dernières places, il reste je crois 5-6 places, sont parties d'ici là. Donc ne traînez pas les amis, ce sont les dernières places, c'est votre dernière chance pour cette année 2024. Passons directement aux vraies news de la semaine. Première news de la semaine que je voulais aborder concerne une compagnie américaine qui s'appelle Nvidia, compagnie américaine qui cartonne, qui est un des plus grands succès en bourse sur le marché en ce moment, d'accord. Donc le stock est monté, les actions sont montées énormément, compagnie qui est très prometteuse, compagnie qui fabrique entre autres des semi-conducteurs, donc des outils que vous allez utiliser dans tous les outils électroniques que vous avez, des ordinateurs, des portables, etc., qui entre autres opèrent ou qui créent ces semi-conducteurs à Taïwan. Voilà pourquoi il y a beaucoup de tensions. Taïwan, la Chine, les États-Unis. Pourquoi les États-Unis se mêlent? Parce que on a une des compagnies les plus dominantes qui, dont les États-Unis dépendent, qui est à Taïwan. Si la Chine venait à rentrer en conflit avec Taïwan, ça fout la merde au niveau d'un point de vue économique en Amérique. Donc vous voyez que tout est interconnecté. Quoi qu'il en soit, cette compagnie ici est une compagnie qui est également axée sur l'intelligence artificielle. Et récemment, ils ont lancé une pub en montrant que ils veulent s'attaquer également au secteur de la santé. Je vous l'ai dit, le secteur de la santé, c'est un secteur très prometteur dans le sens où ça a toujours été un secteur qui amène énormément d'argent. Mais là, on a vraiment les compagnies qui étaient par le passé axés plus sur la technologie, qui veulent vraiment taper dans ce secteur santé parce que il y a de l'argent, il y a des trucs à faire, il y a des gens qui sont en mauvaise santé. Et quand il y a des gens en mauvaise santé, il y a de l'argent à faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a vu Apple, j'en ai parlé dans des épisodes précédents, qui rentre également dans ce marché de la santé. Et Nvidia, quoi qu'il en soit, ils ont lancé justement une pub où ils montraient qu'ils mettaient à disposition des infirmières, des infirmiers virtuels, de l'intelligence artificielle à un prix réduit et au confort de votre appartement, de votre maison, de chez vous tout simplement. Donc plus besoin d'aller forcément chez un docteur pour consulter, plus besoin d'être à l'hôpital pour consulter, tant que ça reste dans des normes, vous pouvez tout simplement communiquer avec votre intelligence artificielle, directement parler avec cette personne, je suis allé loin dans la métaphore ici, avec l'intelligence artificielle en disant oui, je prends tel et tel médicament et on a un chat en direct, en live. Je vais essayer de mettre le lien, donc dans la description, je vais mettre le lien de la pub et on voit la personne qui communique avec son iPad et qui parle, qui dit oui, j'ai pris ce médicament-là et l'intelligence artificielle répond oui, faites attention parce qu'il y a ce dosage-là, dans ce médicament-là, on a vu que vous étiez allergique à ça, vous n'allez pas le retrouver, donc ne vous inquiétez pas, ça, bref. Incroyable. Je ne sais pas ce que vous pensez, bien entendu, ça vient chambouler un peu le monde de l'industrie. J'ai vu énormément de commentaires d'infirmiers et d'infirmières qui disaient on peut pas se contenter de ça parce que le métier d'infirmier, ça passe également par le ressenti. On voit l'énergie du patient, on arrive à sentir des trucs, il y a le toucher, il y a des trucs que l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir, bien entendu, apporter. Donc, je suis d'accord là-dessus, mais ça vient révolutionner l'industrie de la santé encore une fois. Et pour ceux qui ont déjà écouté mon discours là-dessus, j'ai dit il y a plusieurs années déjà en arrière, je pense vraiment que l'intelligence artificielle va venir chambouler l'industrie de la santé. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui vont disparaître. Je pense qu'on va utiliser des applications
justement où on va tout simplement rester chez nous depuis le confort de notre téléphone portable et on va demander ok, quel est notre diagnostic et est-ce que tu peux me prescrire les médicaments nécessaires, etc. Et puis éventuellement on pourra aller à la pharmacie avec ce diagnostic là. Ça va coûter beaucoup moins cher aux assurances maladie. Croyez-moi, les assurances maladie c'est des pinces, hein. Ils ne veulent pas vous aider, les amis, ok. Donc ça va coûter beaucoup moins cher aux assurances maladie. Au final, le client, il est content parce que on a une marge d'erreur qui est beaucoup plus basse qu'un médecin généraliste qui pense de manière algorithmique. Et pardonnez-moi encore une fois, mais c'est le discours que j'ai depuis longtemps. On a beaucoup trop de médecins qui pensent de manière algorithmique. On va voir le médecin, on a une consultation de 5 minutes, il dit vous savez quoi, ok, prenez ça. N'importe quelle intelligence artificielle le ferait avec une marge d'erreur qui est beaucoup plus petite, d'accord. Donc, malheureusement, tant qu'on continue à penser de cette manière-là, de manière générique, et qu'on n'individualise pas les choses correctement, eh bien, l'intelligence artificielle va être notre compétition et beaucoup de personnes vont perdre leur métier. Donc, maintenant, passons à la deuxième news de la semaine. On a Jake Paul versus Mike Tyson. Alors, Jake Paul, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un influenceur à la base Disney, YouTube, qui a commencé sur YouTube, qui a eu des deals avec Disney. Lui, les deux frères, donc Jake Paul et Logan Paul, et qui récemment se sont lancés dans la boxe il y a quelques années et qui ont fait énormément de succès, de buzz, parce que Jake Paul a combattu des anciens combattants de MMA, il les a mis KO, etc. Enfin bref, au début c'était vraiment c'était des conneries. Pardonnez-moi, moi en tant que passionné de boxe, bien entendu, en tant que pratiquant et pratiquant de MMA également, je vois ça et c'était ridicule. Mais c'est eux, ils ont alimenté ce conflit boxe MMA et puis il a pris des anciens qui valaient plus rien et puis au final il les a battus et maintenant il se retrouve face à, et d'ailleurs je tiens à dire quand même que Jake Paul c'est un bon boxeur, c'est pas comme son frère, c'est pas des gimmicks, c'est un bon boxeur. Il faut s'entraîner sérieusement pour combattre avec lui. Mais là, il a choisi Mike Tyson, la légende Mike Tyson, le retraité Mike Tyson qui souffre d'une sciatique, qui a mal au dos, hein, qui se déplace parfois en chaise roulante à l'aéroport. Mike Tyson, la légende, il va ruiner sa réputation. Je sais pas ce qui va se passer. Franchement, quoi qu'il en soit, je pense que ce combat, si c'est un vrai combat où il va chercher à mettre KO, ou l'un va chercher à mettre KO l'autre, franchement, c'est triste pour tout le monde. Enfin, sauf si Mike Tyson vraiment le met KO, parce qu'il a la puissance encore. Mais c'est un ancien, respectez l'ancien. Et quoi qu'il en soit, ça crée du buzz. En tout cas, moi, en tant que passionné, je trouve que c'est un lose-lose pour tout le monde. Si Mike Tyson perd, c'est la honte pour même Jake Paul. Comment ça, t'as mis KO un ancien, une légende dans le sport qui a fait ça peut-être pour ramasser un billet pour prendre de l'argent. Et Mike Tyson, ben voilà, tu vas te payer la honte si tu perds. Ça sert à quoi, tonton Tyson, pourquoi tu fais ça? Bon, je sais pourquoi il fait ça. Plusieurs millions. Moi, 53 piges. Netflix m'offre un deal de 25 millions. Allez, l'asiatique à la poubelle. Voilà, je sais. Donc, on ne juge pas, on connaît pas les circonstances. Quoi qu'il en soit, ils ont un deal qui est exclusif cette fois-ci parce que ils ont un deal directement avec Netflix au lieu d'être payé par pay-per-view. Donc normalement, quand on regarde ce genre de combat, on va payer pour avoir accès au combat. Et là, ils ont un deal complètement différent. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais j'imagine que ce sont des chiffres très très intéressants. Et Netflix est très stratégique ici. Ils se disent, il y a des gens qui vont s'inscrire sur Netflix, qui vont payer l'abonnement de 12, 13 dollars, je ne sais plus exactement combien c'est. Et ces gens vont garder cette inscription pendant quelques mois, ils vont pas l'annuler directement. Et nous, au final, on va faire rentrer plein d'argent malgré le fait qu'on ait dépensé 50 millions pour faire ce combat. Bref, combat à voir, je ne me réjouis pas de le voir pour être honnête avec vous, mais on va quand même le regarder, bien entendu, et on fera un petit débrief quand ce sera fait. Dernière news de la semaine qui n'a rien à voir avec le fitness, mais vous connaissez votre gars qui est suisse. Je suis hip-hop dans l'âme, c'est ma culture, j'ai grandi avec ça, voilà, je vis hip-hop, je mange hip-hop, autant que le fitness. Eh bien, voilà, là, P. Diddy, le mogul du hip-hop aux États-Unis. P. Diddy, connu également sous le nom de Puff Daddy, également connu sous le nom de Sean Combs, qui est là. Voilà, c'est trop cette histoire, c'est trop. Beaucoup d'allégations sexuelles contre lui, beaucoup de célébrités qui ont fait surface en disant qu'il les avait forcés, qu'il les avait forcés à faire des trucs pas très catholiques. C'est le terme ici, pas très catholique, pas très rien du tout. Ok, donc c'est compliqué pour lui. Hier, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, hier le FBI
et aller faire une perquisition chez lui à Los Angeles et à Miami. On a vu des images où on voyait ses fils qui étaient menottés. Et lui, P. Diddy, il est parti. Apparemment, il a pris son jet privé en direction du Cap-Vert parce qu'il n'y a pas d'accord d'extradition là-bas. Alors, je ne sais pas si ça c'est une fake news, si c'est réel ou pas, mais voilà. En tout cas, P. Diddy, on n'a pas de nouvelles de lui. Ses maisons ont été investiguées et il y a plein de trucs qui vont faire surface. Donc voilà, c'est compliqué pour lui, P. Diddy, rayé de la liste. Ça devient beaucoup d'artistes hip-hop qu'on peut plus écouter. Hein? Avant, je pouvais écouter, on pouvait s'ambiancer un peu sur du son, on mettait du R. Kelly. I believe. Oh, DJ, stop. Maintenant, P. Diddy, c'est it's all about the oh, DJ, stop. On peut plus écouter personne parce que les gars, c'est des gars chelous. Donc faites attention à qui vous idolâtrez. Hein? Faites attention à qui vous idolâtrez. C'est mon côté blagueur ici, les amis. Anyhow, on a fini avec les news de la semaine. On va passer à l'aspect technique des choses. Première question qui m'a été posée ici, qui m'a été posée par un de mes clients. Et je trouvais que c'était très intéressant et je vais vous donner le contexte. Alors, comment déterminer si l'on fait du junk volume? Vous m'avez déjà entendu aborder ce terme-là. Le junk volume, c'est quand on fait en gros du volume en trop qui ne va causer que des dégâts supplémentaires, dirais-je, pour simplifier le tout et qui ne va amener aucun bénéfice en plus. Il y a un concept qui est très important à comprendre, un concept économique qui s'appelle, maintenant je voulais le dire et maintenant j'ai complètement oublié. Je crois qu'on appelle ça la loi, the law of diminishing returns. Donc la loi des retours, je vais chercher ça en live et direct ici, law of diminishing returns en français, c'est le podcast, c'est du live, c'est du direct, les amis. La loi des rendements décroissants, voilà comment on appelle ça en français. Okay, donc, c'est très simple, le concept est simple, c'est qu'au moment on en fait plus, ça apporte des bénéfices, et vouloir en faire plus, eh bien au final, on a des rendements qui sont décroissants. Donc au final, ça ne nous aide pas, d'accord? Donc c'est ce qu'il faut garder en tête avec ce concept-là de la loi des rendements décroissants. C'est souvent ce qui arrive dans l'industrie du fitness. On vous recommande de faire beaucoup trop de volume qui ne va pas créer plus de gains, qui au contraire vont donner des rendements décroissants. Et j'aime bien utiliser la métaphore de l'exposition au soleil. Lorsqu'on va bronzer, si on en fait trop, on décide de passer 5 heures au soleil alors qu'on n'a pas vu le soleil, ça fait des mois. Eh bien, la première heure, on bronze. La prochaine heure et demie, ça va, on caramélise encore plus. Et si on reste plus au soleil, eh bien, ce qui se passe, c'est que on se brûle. Et au final, le résultat de tout ça, c'est que on se retrouve avec une peau brûlée, on va peler, on va perdre complètement le bronzage qu'on aurait pu avoir et on ne va pas pouvoir être exposé au soleil pendant quelques jours, pendant quelques semaines, etc. C'est exactement la même chose ici lorsqu'on parle de fitness et lorsqu'on parle de volume, fait en trop de volume qui est inutile. Eh bien, on va faire trop de volume, à un certain moment, ça va donner des gains. Si on venait à s'arrêter là, très bien, on a optimisé nos gains. Si on continue, eh bien, on se crame. Et du coup, ce qui va faire qu'on ne va pas pouvoir retourner à la salle, utiliser nos muscles ou les utiliser de la manière la plus efficiente possible pour pouvoir faire des gains. Okay? Et malheureusement, comme je l'ai dit, on fait beaucoup trop de junk volume. Malheureusement, l'industrie du fitness est également influencée par l'industrie du bodybuilding, dirais-je. Les bodybuilders restent quand même les gens qui sont les plus influents dans l'industrie du fitness parce que l'esthétique, c'est toujours ce qui prime malheureusement lorsqu'on pense au fitness. Et je pense qu'il faut avoir le côté esthétique, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui prime dans cette industrie qui va bien au-delà du côté esthétique. Et comme vous le savez, l'industrie du bodybuilding est intimement liée aux drogues qu'on utilise pour augmenter nos performances. Et le fait d'utiliser ces drogues qui permettent d'augmenter nos performances, ça permet entre autres de tolérer plus de volume inutile, ça nous permet de récupérer plus rapidement. C'est vraiment ça, l'utilisation des drogues, au final, ça nous permet de récupérer plus rapidement, de récupérer de plus éventuellement. Si on venait à faire le même volume avec quelqu'un qui n'utilise pas de drogue et des gens qui utilisent des drogues, eh bien, on aurait des résultats qui sont complètement différents. Voilà pourquoi j'ai abordé plusieurs fois le fait que le split classique de bodybuilding, ça ne me plaît pas pour la plupart des gens qui n'utilisent pas de drogue et qui sont, voilà, monsieur, madame, tout le monde, la population générale ou la population athlétique. Si vous ne prenez pas de drogue, malheureusement, vous ne pouvez pas récupérer d'autant de volume. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Maintenant, un autre concept que je dois mentionner pour donner cette réponse-là, qui va être la plus concise possible ici, eh bien, c'est qu'on doit connaître le terme qu'on appelle le volume maximum, the maximum
recoverable volume. J'ai toujours du mal à traduire en français. Donc, le volume maximal auquel on peut récupérer. Voilà, corrigez-moi ceux qui arrivent à traduire de manière plus efficiente que moi. Donc, il faut connaître ça. Et on utilise souvent des nombres qui sont arbitraires en disant, oui, on arrive à récupérer au maximum de 10 séries, 15 séries, 20 séries par groupe musculaire. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et je pense que c'est surtout beaucoup plus individuel que ce que l'on pense. Donc, on ne doit pas se baser sur la moyenne, mais se baser vraiment sur notre ressenti. Notre ressenti est très important ici. Ce que j'entends par là, c'est que j'invite la plupart des gens à commencer à la baisse, en volume à la baisse, et se dire, ok, je vais commencer mon entraînement avec 4 séries par groupe musculaire éventuellement, si je suis débutant, et je vais voir ensuite comment je vais m'adapter. Le lendemain, je me sens bien, mon niveau de courbature est tolérable, je sens que mes performances sont encore adéquates. Dans ce cas-là, eh bien, je peux chercher à rajouter un peu plus de volume. Et on peut le faire progressivement, encore une fois, jusqu'au moment où on va se dire, hey, si je rajoute plus, ça sert à rien de toute façon, et je me retrouve avec cette loi des rendements décroissants, d'accord? Donc, faire les choses progressivement, individualiser au maximum les choses, ne pas tomber dans des données arbitraires, selon moi, c'est la règle d'or, et c'est ce qu'il faut garder en tête. Maintenant que j'ai mentionné tout ça, je vais répondre à cette question. De manière générale, comment savoir si la série ou les séries que je dois faire en plus représentent du volume qui est inutile? Alors, je vais vous donner le contexte ici avec mon client. On est parti pour 4 séries, c'est la 3e semaine d'entraînement. On part pour 4 séries avec une intensité qui est donnée, avec des règles bien précises, c'est-à-dire une vitesse d'exécution, un poids bien précis qu'on doit respecter. Tout ça a été basé sur les semaines précédentes et on doit partir sur 4 séries. On fait la première série, très bien, on arrive à faire notre 6 à 8 reps. On part sur la deuxième série, on fait notre 6 à 8 reps. On arrive sur la 3e série, déjà la 2e série, on voit que hey, c'est compliqué, on fait que les 6 répétitions. On arrive sur la 3e série, on commence et là, on voit que c'est chaud, on rate à 4 répétitions. Donc on n'arrive pas à rentrer dans les consignes qui ont été déterminées durant les semaines au préalable et qui ont été déterminées avec toutes les variables en accord avec cette dernière. Dans le sens où on sait exactement combien de temps de repos on prend, etc. etc. Et du coup, la première réaction de la plupart des gens et celle qui a été de mon client également était de dire, oh, c'est pas grave, on refait une 4e série. Et moi, en tant que professionnel, je dis non, si on fait une 4e série, eh bien, c'est ce qu'on appelle du junk volume. Pourquoi? Parce que on s'est basé sur plusieurs semaines qui ont été faites au préalable. On a réussi à faire nos 3 séries, éventuellement nos 4 séries. Le chiffre ici n'est pas très important. L'idée est de savoir qu'on avait des consignes bien précises. On doit faire 6 à 8 répétitions avec, je dis n'importe quoi ici, 10 kilos. Et on a 2 minutes de repos entre les séries. D'accord? Ce sont les consignes. On arrive normalement à le faire. Ce jour-là, eh bien, on n'arrive pas à faire le tout en rentrant dans ces consignes-là. Et à la 3e série, j'ai échoué. Eh bien, mon corps a dit tout simplement, tu as maximisé ce que tu avais à maximiser pour aujourd'hui. Rajouter une série de plus, ça va créer plus de fatigue, ça va créer plus de dégâts d'un point de vue structurel. Vous l'aurez compris, c'est exactement ce qu'on appelle du junk volume. Voilà pourquoi il est important selon moi d'avoir certaines consignes, certaines règles qui nous permettent de paramétrer le tout. Et lorsque vous sentez que, hey, vous n'arrivez plus à respecter ces règles-là, tout ce qui va être additionné va être du junk volume. Donc faites très attention à ça. Et si vous prêtez attention à ce que je viens de dire ici, bien vous allez vite vous rendre compte qu'au final, hey, je fais souvent du junk volume. Et voilà pourquoi on sort des séances avec des courbatures qui sont atroces. Le lendemain, on n'arrive rien à faire. Et encore une fois, je pense qu'il faut savoir manager le tout. Être très courbaturé, c'est pas intéressant. Être un peu courbaturé, c'est ok, bien entendu. Ok, on n'est pas des fragiles ici. Donc gardez ça en tête. Si vous n'arrivez plus à respecter les paramètres qui ont été établis au préalable, tout ce qui va être rajouté en plus, c'est du junk volume. Donc moi, j'hallucine à chaque fois lorsque je vois des gens qui font, je sais pas, 5 exercices différents pour les biceps, 4 séries par exercice. Je me dis, mais combien d'exercices tu as besoin, de combien de séries tu as besoin pour vraiment maximiser l'hypertrophie ou peu importe ce que tu cherches à faire avec tes biceps. On a besoin de beaucoup moins que ça. Croyez-moi, rajouter plus, c'est pas toujours mieux. Donc il faut trouver vraiment ici le sweet spot. Passons à la prochaine question ici, qui a été posée par Jules Sécher. Salut Kevin, merci beaucoup pour toutes les connaissances que tu partages. Quel est ton avis sur l'utilisation des tempos en musculation dans le cadre de l'hypertrophie et du développement de la force maximale? Ok, donc ça c'est une question qui est très intéressante. Le tempo, qu'est-ce que c'est? Le tempo, c'est une variable que l'on utilise dans la science de l'entraînement qui dicte tout simplement la vitesse d'exécution de l'exercice. De manière générale, on va décrire le tempo en 4 chiffres. Certains le décrivent en 3 chiffres, mais de manière générale, encore une fois, on s'accorde à dire qu'on va utiliser les 4 chiffres. Donc on a un premier chiffre qui représente la phase excentrique du mouvement, le deuxième chiffre qui représente la fin de la phase concentrique du mouvement en isométrie, d'accord? Le troisième chiffre qui représente la phase concentrique du mouvement,
et le quatrième chiffre qui représente la phase isométrie à la fin du mouvement concentrique. En parlant très concrètement ici, si je donne un tempo de 3, 0, 1, 0, prenons l'exemple d'un squat, je descends en 3 secondes, je reste en bas 0 secondes, je remonte en 1 seconde et je reste en haut 0 secondes. Si j'utilisais un 3, 1, 1, 1, je descends en 3 secondes, je m'arrête en bas 1 seconde, je monte en 1 seconde, je m'arrête en haut 1 seconde. Okay, donc ça ressemble à ça, c'est comme ça qu'on écrit le tempo pour tous les exercices. C'est comme ça qu'on s'accorde à le faire dans la science de l'entraînement. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un facteur qui va déterminer notre succès d'un point de vue prise de masse musculaire, d'un point de vue hypertrophie? Et la réponse à ça, c'est non. On peut s'en foutre complètement du tempo si on veut et quand même prendre du muscle. On peut faire des répétitions sans faire attention au tempo, sans forcément contrôler la phase excentrique. Tant que on va faire un maximum de reps avec le poids qui a été sélectionné et qu'on se rapproche de l'échec, eh bien, on va envoyer ce signal pour construire du muscle. Donc certains s'arrêtent à ça et se disent le tempo, ça ne sert absolument à rien. Et c'est encore une fois se concentrer sur un arbre et ne pas voir la forêt dans son intégralité. Alors le tempo, selon moi, c'est une variable qui est très importante à intégrer dans les paramètres qu'on va utiliser. Et c'est marrant parce que ça rejoint la question précédente, d'où le fait que je sélectionne des questions qui, selon moi, vont s'alimenter l'une l'autre. Donc, le tempo ici, selon moi, c'est important dans un premier temps, où je dirais que c'est nécessaire, important, utiliser le terme qui vous paraît adéquat ici. Dans un premier temps, ça nous permet de garder un standard de semaine en semaine. Lorsque je vais créer une programmation, je le répète à chaque fois, le but c'est de répéter un programme, de répéter une stimulation sur plusieurs semaines. Moi, j'aime travailler sur des cycles de 3 à 4 semaines. C'est ce qui est adéquat. Je peux en débattre, je peux défendre mon idée. Certains diront 8 semaines, 9 semaines, ce qui pour moi est presque absurde, encore une fois. Mais, quoi qu'il en soit, eh bien, vous choisissez ce qui vous correspond, vous choisissez l'école que vous préférez, mais ce qui est important à garder en tête, c'est que ça nous permet de garder un standard de semaine en semaine pour s'assurer que la stimulation est la même et qu'on est en train d'aller dans le progrès ou on est en train de régresser. Je reviens à l'exemple de mon client auparavant, on sait exactement ce qu'on est en train de faire, on sait quelle vitesse d'exécution on utilise, on sait quel point on utilise, etc. Tous ces paramètres qui nous disent « Hey, on est en train d'aller dans la bonne direction ». Mais si tous les jours ou chaque semaine je change pour un même entraînement toutes les variables, eh bien, c'est pas forcément la manière la plus adéquate de le faire si le but est l'hypertrophie, le développement athlétique, le développement de la force max. Si votre but c'est de rajouter simplement du volume et pour la perte de poids, je trouve que c'est intéressant, on stimule différemment. Encore une fois, ça va dépendre du contexte ici. Donc, premier point important, je dirais, c'est que ça nous permet de garder un standard de semaine en semaine. Deuxième point important, c'est que ça nous permet de contrôler chaque angle du mouvement. Donc, c'est important d'un point de vue contrôle moteur. Quand vous descendez, vous ne contrôlez pas la phase excentrique, par exemple, vous descendez directement, vous remontez. Ok, c'est cool, mais selon moi, on n'a pas maîtrisé chaque partie du mouvement, on n'a pas optimisé cette capacité de créer plus de contrôle au niveau de chaque angulation. Donc ça, c'est très négligé par la plupart des gens et c'est pas pour rien qu'on voit que des gens arrivent éventuellement à remonter avec un peu de swing, etc. Mais lorsqu'on leur demande de contrôler le mouvement, hey, il y a des angles qui sont faibles, il y a des angles où ça lâche, etc. Donc, vous voyez que d'un point de vue contrôle, c'est super intéressant. D'un point de vue santé, c'est très intéressant. Et d'un point de vue structurel, sans rentrer dans les détails ici, chaque angle, on va avoir des adaptations tissulaires au niveau de chaque angle. Donc, on veut passer du temps sous tension au niveau de chacun de ces angles. Voilà pourquoi j'invite à contrôler lorsque nécessaire. Et je dirais que pour le côté hypertrophie musculaire, eh bien, c'est intéressant de contrôler la phase excentrique du mouvement pour ces aspects que je viens de mentionner. Okay, et on va venir dans un instant aux détails importants ici quant à la vitesse de manière générale, l'aspect vitesse pour le côté développement athlétique. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tempo, en transitionnant directement à ça, du coup, c'est que ça nous permet de créer des adaptations spécifiques. On peut adapter le tout de façon à bouger plus rapidement, à envoyer bouger plus rapidement ou moins rapidement, en fonction du contexte, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on cherche à créer comme adaptation. Comme je l'ai dit, si notre but c'est de développer un maximum de force, d'apprendre à augmenter cette décharge que notre système nerveux pourrait fournir, eh bien là, on veut bouger le plus rapidement possible. Donc on doit encore une fois maîtriser ce tempo. J'en reviens à l'idée de l'importance du tempo.
parce que par défaut, on bouge pas forcément vite, d'accord? Mais on doit dire, hey, là c'est le moment de bouger vite, là c'est le moment où tu peux ne pas bouger vite, là c'est le moment où j'ai envie que tu contrôles chaque angle, là c'est le moment où j'ai envie que tu exploses. Donc le tempo a vraiment de l'importance ici. Lorsqu'on cherche à développer sa force max, lorsqu'on cherche à développer, encore une fois, les termes qui sont un peu bâtardisés ici, l'explosivité, la puissance, etc., eh bien on veut y mettre cette intention-là. Et on veut chercher à bouger le plus rapidement possible. Et là, éventuellement, à accélérer la phase excentrique. Donc, le tempo, encore une fois, doit être paramétré ici de la meilleure des façons. Quand vous voyez le nombre, la lettre X au sein de ces écritures, ça veut dire qu'on cherche à bouger de manière explosive, c'est-à-dire qu'on cherche à bouger la barre, l'objet qu'on est en train d'utiliser, la machine, de la manière la plus rapide possible. Maintenant, il y a un autre contexte dans lequel c'est très important de maîtriser ce tempo, qui est dans le contexte de certaines pathologies, certaines douleurs articulaires, certaines douleurs tendineuses, les tendinopathies, etc. Lorsqu'on fait face à ce genre de problématique, eh bien, ces tissus n'aiment pas la vitesse. La vitesse, c'est le dernier truc qu'on doit inclure dans notre réathlétisation. Du coup, il est important dans ce cas-là de se dire, hey, tu vois, moi j'ai quelqu'un qui a une douleur au niveau du tendon, eh bien, je vais ralentir au maximum la vitesse. Autant dans la phase excentrique que dans la phase concentrique. Donc le tempo a encore plus d'importance dans ce genre de contexte-là. D'ailleurs, ça me fait penser à une réponse que j'ai eue sur Instagram récemment. Un de mes élèves qui faisait des squats avec un tempo qui était très très lent, qui voulait continuer à faire des squats, mais qui avait une douleur au tendon patellaire / ligament patellaire. Et je lui ai dit, ok, on va trouver le bon compromis, on va continuer à faire des squats lourds, vu que tu veux pas t'arrêter, etc. Mais on va le faire avec un tempo qui est lent. Ok, on a commencé avec un 4-0, 4-0. Ok, donc 4 secondes dans la phase excentrique, 4 secondes dans la phase concentrique. C'est un tempo qui est tolérable, pas de douleur, ça nous permet quand même de charger et le tendon répondait bien. Il y a des gens qui m'ont répondu en commentaire, ça sert à rien de faire la phase concentrique en 4 secondes parce qu'effectivement, pour le côté que hypertrophie, eh bien ça ne sert à rien de vous faire que la montée en 4 secondes, on peut la faire en 1 seconde ou de la manière la plus rapide possible. Encore une fois, ça va nous permettre de stimuler les fibres musculaires rapides, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait ici et là. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un contexte général à prendre en considération. Et c'est malheureusement le problème de l'industrie du fitness, c'est que beaucoup ne voient le tout qu'à travers une lentille. La lentille de l'hypertrophie, la lentille de la mobilité, etc. Alors que, hey, on peut manipuler le tout à condition d'avoir le savoir derrière qui nous permet d'adapter les paramètres, les variables en fonction du contexte. Donc encore une fois, le contexte prime, ne soyez pas marié à des règles prédéfinies qu'on vous a données encore une fois ici. Donc voilà ce que je dirais pour le tempo, c'est quelque chose que je vous invite à intégrer. Maintenant d'un point de vue un peu plus pratique, en très simple, gardez ce que je viens de dire en tête, lorsqu'on fait face à des pathologies tendineuses entre autres, des douleurs articulaires, la vitesse, on veut la réduire au maximum. Donc jouer avec ce tempo, c'est super important. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous fixer des tempos qui vont être liés directement à des rangées de répétitions. Personnellement, c'est ce que moi je fais, c'est ce que j'enseigne également à travers mon programme Mentorship entre autres et dans mes programmations, ce que vous allez trouver. Parce que le but, c'est simplement d'avoir un standard avec le tempo qui a été sélectionné. Et en fonction des qualités athlétiques qu'on va chercher à développer, eh bien, on peut modifier légèrement ce tempo-là. Mais dans ce cas-là, vous avez déjà un paramètre qui va pouvoir être répété, qui va pouvoir être cyclé à chaque fois et c'est relativement simple à mettre en place. Donc voilà les amis, je suis parti un peu dans tous les sens, mais j'espère que ça va vous aider ici. Dernière question de Julien que j'ai sélectionnée ici, que je trouve très très intéressante, parce qu'on m'a jamais posé cette question, mais la question est la suivante. Quel conseil donnerais-tu à toi d'il y a 10 ans quand tu as commencé à te lancer dans le monde du fitness? Merci pour tous les partages vraiment enrichissants. Alors, c'est une question qui est très intéressante, je l'ai vue ce matin juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, et je me suis dit ok, je vais la rajouter, et j'y ai pas réfléchi pour être honnête avec vous, donc je vais penser ici à chaud ou à froid, je sais même pas comment on dit. Quoi qu'il en soit, je vais essayer d'aborder le tout à travers le côté pratiquant et à travers le côté professionnel du sport et de la santé. Alors comme vous le savez, je suis pratiquant depuis toujours, j'ai commencé avec les sports de combat depuis tout petit, je suis fan de ça. J'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans. J'ai tellement aimé la musculation au début que j'en ai même négligé la boxe anglaise qui est mon sport préféré. Et j'ai eu des gains très rapidement. J'étais très 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 fort. Quand j'allais à la salle, à l'époque on m'appelait déjà 120 kilos à l'époque, à 15 ans. On m'appelait 120 kilos parce que je faisais des séries de 10 au développé couché à 120 kilos. J'étais très très fort. Je me suis fait avec une barre à 100 kilos. Je m'en foutais. Vraiment le développé couché c'était l'exercice, mon exercice de prédilection. J'étais le petit à la salle qui venait et qui mettait tout le monde à l'amende en développé couché. Je faisais déjà à 16 ans, je faisais des 2-3 RM à 155 kilos. Et bien entendu, c'est pas venu gratuitement. J'y ai laissé mon épaule parce que on n'y connaissait rien à la muscu. On venait, on faisait du développé couché
et on faisait des tractions. Ma salle dans mon quartier, c'était une salle de prisonniers. Donc on faisait que ça, développé couché et traction. On connaissait rien, il n'y avait pas de squat à l'époque. Il y avait une barre c'était une Smith machine et c'était tout, ok. Donc c'est tout ce que je faisais, bien entendu. Donc toujours des mouvements qui étaient répétés, sans organisation, sans échauffement qui était structuré. Ça m'a coûté une épaule, ça m'a coûté une opération. J'ai pas fait les choses correctement, je ne savais absolument pas ce que je faisais. Donc mon plus grand regret, bien entendu, et c'est ce que je recommande à tout le monde à l'heure actuelle, et ça je peux vraiment donner ce conseil, c'est d'investir dans un professionnel directement. Si j'avais l'occasion de revenir en arrière et j'avais le pouvoir financier nécessaire, eh bien j'essaierais de partir sur soit du coaching en ligne avec une personne, soit du coaching un peu en modèle où on intègre les deux, où je vois le coach en début de semaine par exemple, en début de bloc, et le reste je suis en ligne, je suis par moi-même, etc. Ou alors sous forme de consultation, ou alors 10 séances, 20 séances de personal training, parce que ça va poser la fondation. C'est ce qui va vous permettre de faire les choses correctement dès le début. Et ça c'est mon plus grand regret. Je connaissais pas YouTube à l'époque, je regardais pas YouTube, j'étais pas un consommateur de YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on apprenait un peu sur le tas malheureusement, il n'y avait personne pour nous guider, donc ça nous a coûté bien entendu des problèmes articulaires comme vous l'avez compris. Alors c'est un mal pour un bien, parce que j'en ai appris énormément, ce qui m'a permis aujourd'hui, ce qui me permet aujourd'hui d'aider un maximum de gens et qui m'a permis d'en aider des centaines par le passé. Maintenant, ça c'est vraiment le truc le plus important. Le conseil que je me donnerais, c'est faites tes recherches avant de commencer quoi que ce soit. Et ça c'est vraiment la clé en tant que pratiquant. Investissez dans des programmes, suivez le programme de quelqu'un qui a l'air intéressant, parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec 100% de la programmation, vous allez apprendre des trucs. Il y a des trucs à en retirer. Et ces trucs-là, vous allez pouvoir les intégrer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des programmes. J'ai suivi des programmes. Et des programmes même que je suivais. J'étais pas d'accord à 100% sur la première phase. Ensuite, la deuxième phase, la troisième phase. Je me suis dit, ah ouais, là, je vois vraiment qu'il y a des gains, en fait. Et il y a des trucs intéressants. Et aujourd'hui, je les ai intégrés dans mon système d'entraînement. Donc, encore une fois, voyez ça comme une quête, un apprentissage continu. Je pense que ça, c'est très, très, très important. De manière générale, c'est par là que je commencerai à votre échelle. Si vous avez les moyens financiers, engagez quelqu'un directement, d'accord. Si vous ne pouvez pas, prenez un programme. Si vous ne pouvez pas, suivez un maximum des informations que vous allez trouver gratuitement en ligne, etc. En espérant que ça pourra vous aider, en espérant que je peux vous aider, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment en tant que pratiquant, c'est le conseil que je me donnerais. Je me donnerais également le conseil de prendre soin de mes articulations directement, de pas négliger, de pas dissocier le côté bien-être et le côté performance et le côté esthétique. C'était un peu le problème que j'avais en tant que pratiquant, c'est qu'on se focalise que sur un truc au détriment des autres trucs et qu'on n'a pas besoin d'être dans l'extrême. Selon moi, on arrive à trouver le bon compromis et c'est bien entendu, ça m'a pris des années à créer ce compromis et c'est ce que je cherche à partager avec vous au final, parce que moi c'est ce que je n'avais pas et ça m'a coûté des douleurs, ça m'a coûté des problèmes et ça m'a coûté des gains, bien entendu, parce que j'ai fait des va-et-vient. J'aurais pu être plus musclé, plus fort, plus rapide, sauter plus haut, courir plus vite si j'avais su tout ce que je sais à l'heure actuelle. Donc commencer du bon pas, bien entendu, c'est le meilleur truc que l'on puisse faire. Maintenant, d'un côté professionnel, eh bien je me donnerai pas de conseils si ce n'est de faire ce que j'ai fait. Et je pense que ce qui est important ici, c'est d'écrire ce que j'ai fait. Moi, j'étais très frustré avec le parcours académique de manière générale. Je suis allé en HEC. Je me suis dit, bon, allez, on va s'attarder sur le côté un peu plus business des choses parce que c'est ce qui m'intéresse. Je me suis inscrit en HEC et au final, j'ai vu que ça m'intéressait pas trop. Okay, je suis sorti complètement du parcours académique universitaire et ensuite j'ai voulu repartir au State pour relancer ce parcours académique universitaire et finir ses études en business management. Et pour finir, je me dis non, ça m'intéresse pas, je veux aller dans le milieu du sport parce qu'au final c'est mon truc à moi. En tant qu'athlète, j'ai décidé d'arrêter le côté athlète, pratiquant, compétiteur, professionnel. On va faire le truc professionnel, mais cette fois-ci en tant que préparateur et amener les trucs que j'aurais voulu connaître, ok. Et bien entendu, j'ai pris ça très au sérieux. Et ce que j'ai apprécié au final dans cette quête-là, en tant que préparateur physique, en tant que professionnel, c'est que j'avais l'occasion de sélectionner avec qui j'allais apprendre. C'était déjà un domaine où j'ai vu que il y avait plusieurs cursus privés et qu'on n'était pas restreint à se former uniquement à travers le parcours académique conventionnel où au final,
il y a 10% du contenu qui nous intéresse et 90-90% du contenu qui ne nous intéresse pas et qui ne nous est pas utile. Et c'est toujours ce qui m'a frustré un peu avec le parcours académique. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré directement un de mes mentors fitness. Je fais toujours une dédicace dans tous les podcasts. Shout out à mon gars AB, I love you dog. Et du coup, à New York, j'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, hey, prends-moi sur ton aile. Au début, il m'a dit non. Et j'ai dû faire mes preuves. J'ai dû lui montrer que j'avais faim. J'ai dû lui montrer que j'avais envie de donner, que j'avais envie de m'investir à 100% dans ce métier. Et il m'a fait changer aussi de perspective par rapport à ce métier. Il m'a dit, Kev, tu sais, on n'est pas simplement des coachs qui comptent des répétitions. Il m'a dit, on est aussi important que les médecins. Encore une fois, prenez ça comme vous le souhaitez, d'accord? Mais on est aussi important que les médecins. On peut littéralement changer la vie des gens. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est un métier qui requiert un certain niveau de connaissance. C'est un métier qu'on ne peut pas prendre à la légère et ça va bien au-delà de l'image de coach que j'avais en surface et que la plupart des gens ont en surface. Et j'espère que à travers mon contenu, eh bien, je donne cette image-là, pas simplement le motivateur qui est là, go, 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 ou le gars qui montre ses abdos. Parce que je pourrais, il y en a qui peuvent pas, qui choisissent cette voie, mais qui peuvent. Moi, je peux, les amis, mais je fais pas parce que c'est ce que j'apprécie dans ce métier-là. J'ai eu la chance d'être encadré directement par des mentors. Et un truc que j'ai appris très rapidement dans ma jeunesse, c'est que j'ai toujours voulu apprendre ce qu'on appelle, j'ai appris ça de Nassim Taleb, via negativa. Apprendre ce qu'il ne faut pas faire pour ensuite éliminer ça de son parcours et ça nous permet d'aller plus ou moins dans la bonne direction. C'est jamais exactement ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il faut enlever complètement. Okay? Il y a des trucs sur lesquels on est assez sûr, on se dit, hey, ça c'est pas bien. Okay? Tuer quelqu'un, c'est pas bien. D'accord? Je vais dans l'extrême ici. Mais dans tous les domaines, c'est comme ça que j'aime apprendre. Et l'idée d'avoir un mentor, c'est ça. C'est d'éviter des années et des années d'erreurs qu'ils ont pu commettre. Ils vous transmettent ce savoir-là. Et du coup, eh bien, vous évitez toutes ces erreurs. Ce qui fait que vous accumulez 10 ans d'avance. Et moi, c'est la chance que j'ai eue. J'ai eu un très bon mentor qui, lui, m'a branché avec un de ses mentors. Shout out à mon deuxième mentor, Mikey. Mikey qui m'a pris sous son aile, qui m'a amené dans les salles de sport, qui était le manager de toutes les salles de sport, les NY Sports Club à New York. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre énormément. Et j'imagine même pas ce que mon parcours aurait été si je n'avais pas eu ces mentors dans ma vie. Et ça, c'est vraiment l'apprentissage qui est clé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai compris, je peux pas me contenter du parcours académique. Je peux pas me contenter que du parcours privé sur l'aspect technique des choses. Je dois apprendre le métier dans sa globalité. Et quoi de mieux que d'apprendre de gens qui ont du succès, qui sont là depuis des années, qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui réussissent dans leur métier, qui sont des références. Et je vais apprendre de ces gars-là. Et ça m'a énormément enseigné. Je pense que c'est le meilleur truc que j'ai fait. Du coup, j'ai pas de conseils à donner aux jeunes Kevin en disant, hey, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû changer ça. Je pense que j'ai fait les choses dans les règles de l'art. J'ai fait les choses correctement. J'ai pratiqué sur le terrain. J'ai eu ces mentors. D'ailleurs, pour le petit aparté, encore une fois, quand j'ai voulu partager mes connaissances après avoir atteint un certain succès sur différents aspects dans notre métier, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir des mentors. Et je vais créer un programme mentorship. Et c'est vraiment de ce concept-là. Parce que le mentorat, au final, les gens me disaient, ouais, est-ce qu'il y a un test à la fin pour qu'on ait des crédits, etc. Moi, je m'en fous du test. Moi, aucun de mes mentors m'a donné un test. Mes mentors, ils m'ont partagé. Ils dit, hey, prends, applique. Maintenant, c'est à toi d'appliquer. Le vrai test, c'est quand tu es sur le terrain. Si tu as des succès, eh bien, c'est que tu as réussi ton test. Si tu n'as pas de succès, c'est que tu n'as pas réussi ton test. C'est ça. Les notes qu'on vous donne dans le parcours académique, ça représente rien du tout. Okay? Donc, vous avez appris le truc par cœur, très bien. Bravo, ça sert à rien. Est-ce que tu sais le mettre en application? Est-ce que tu as compris fondamentalement les choses? Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce programme comme ça, mentorat, plus sous l'idée du partage que sur l'idée de, hey, tu vas être testé, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Prends ce qu'il y a à prendre, laisse ce qu'il y a à laisser. Mentalité Bruce Lee, je le dis à chaque fois. Et dernier point, un truc qui est important, je dirais que j'ai fait de bien. Le jeune Kevin a fait de bien, c'est que j'ai vraiment participé dans cette quête d'apprentissage sans être fermé. Je me suis dit, je vais apprendre des danseurs, je vais apprendre des gymnastes, je vais apprendre des combattants, je vais apprendre des powerlifters, je vais apprendre des haltérophiles. Et j'ai été partout. Et j'ai passé du temps, j'ai fait des classes, j'ai fait des semestres en apprenant de certaines personnes. J'ai engagé des coachs, j'ai fait des mentorats, j'ai fait tous ces trucs-là. Et ça m'a permis d'avoir cette ouverture d'esprit, de rajouter énormément d'outils dans ma boîte à outils. Donc d'un point de vue professionnel, je pense que c'est assez transversal. Ça ne se limite pas que au domaine du fitness, mais c'est le meilleur truc que j'ai fait et je suis persuadé que mon succès aujourd'hui, je le tiens uniquement à ces prises de décision-là. J'espère que ça pourra vous aider. Dans tous les cas, les amis, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous on se voit /parle très bientôt. Peace.